commandement de l'armée prussienne. Il s'illustre pendant la bataille de Leipzig et prend Paris en 1814. Arthur Wellesley, hertog van Wellington, geboren in 1769, was een ervaren generaal die eerder tegen Napoleons troepen vocht in Portugal en Spanje. Zijn strategie omvatte zorgvuldige voorbereiding en optimaal infanteriegebruik. Hij koos deze verdedigingspositie bij Mont Saint-Jean al in The Prince of Orange, born in 1792, son of the future King William I of the Netherlands, received military training in Prussia and served under Wellington in Spain. At 22, in 1815, he commanded the Dutch army under Wellington, dismissed from the Prussian army at young age and later reinstated, distinguished himself with courage, becoming a lieutenant general. He fought French revolutionaries and, in the Napoleonic Wars, leading the Prussian army in 1813. He was 72 at the Battle of Waterloo. Eh bien, vont arriver maintenant sur le champ de bataille Napoléon et le maréchal Ney. Je rappelle que Napoléon en 1804 s'est fait sacrer empereur des Français. Ont déjà été copiés et améliorés par ses adversaires qui ont eu de nombreuses occasions d'apprendre de leurs erreurs passées. L'empereur se sent d'ailleurs, il sent que la fortune l'a abandonné, il dit même qu'il ne possède plus sa bonne étoile. Il va monter le jour de la bataille de Waterloo 3 chevaux différents. Marie, Désiré et Maringo. Un cheval dont, ironie de l'histoire, eh bien, le squelette est aujourd'hui au National Army Museum de Londres. Il faut dire aussi que le jour de la bataille de Waterloo, l'empereur Napoléon n'est pas très en forme. D'abord, il a une crise d'hémorroïdes et vous pouvez imaginer que c'est très difficile de rester pendant 10 heures à cheval. Il souffre d'une cystite et il a aussi son ulcère à l'estomac. Mais il a un homme en qui il a la bataille de Waterloo et même le jour de la bataille, il commettra plusieurs erreurs de jugement qui seront fatales à l'armée française. Vous voyez ici, et bien au loin, sur leurs chevaux, Napoléon et le maréchal Ney. Napoleon Bonaparte, die u nu het veld ziet opgestormd komen, is na een staatsgreep in 1799 keizer geworden in 1804. Aanvankelijk succesvol in Europa, leidden mislukkingen in Portugal, Spanje en ook Rusland tot zijn abdicatie in 1814. Na zijn terugkeer van het eiland Elba in 1815 trachten Europese machten hem te stoppen. Bij Waterloo was de 45-jarige Napoleon ouder en zijn tactieken ook minder effectief. Hij voelde dat zijn geluk hem stilaan was in Europe. Failures in Portugal, Spain and Russia led to his 1814 abdication. Returning from Elba in 1815, European powers sought to stop him. At Waterloo, the 45-year-old Napoleon was older and his tactics less effective. He felt his luck had abandoned him. Napoleon was echter goed omringd. Hij had aan zijn zijde maarschalk Ney. Michel Ney, zoon van een kuiper, klom snel op in het Franse leger. Als een van Napoleons eerste maarschalken speelde hij een cruciale rol in de Belgische campagne van 1815. Napoleon was accompanied by Michel Ney, Cooper's son, and one of Napoleon's marshals.
C'est la raison pour laquelle Napoléon a voulu attendre, parce qu'il voulait que la boue sèche afin que l'artillerie française puisse se mettre en place pour que les chevaux et les hommes ne s'enfoncent pas dans ce bourbier. Le sol était mou, gorgé d'eau et boueux. Sur le champ de bataille de Waterloo, il y avait 246 pièces d'artillerie. Vous imaginez le feu, il y avait 700 au total, 537 bouches à feu qui remplaceront Kanonnenschoten, ijzeren ballen die je niet verstoten. Want eigenlijk dodelijk was het makkelijk honderden meters van het kanon vandaan. Op korte afstand gebruikten artilleristen een kartets, wat vergelijkbaar is met een soort van groot hagelvuur. Houwitsers dan vuurden explosieve granaten. Getrainde artilleristen konden ongeveer 1 schot per minuut afvuren. Bij aanvang had het Franse leger 246 artilleriestukken, wat superieur was aan Wellingtons 157 kanonnen. Gedurende de middag kwamen daar nog eens 134 Pruisische kanonnen bij. Uiteindelijk vuurden 537 kanonnen, dat zijn er gemiddeld 1 per 372 op een oppervlakte van amper 6 kilometer. De eerste schoten werden gelost, wel uur bij de attack officers. Cannons fired iron balls that ricocheted deadly for hundreds of meters. At close range, artillerists used canister shot, similar to large shotgun blasts. Howitzers fired explosive shots. Trained artillerists could fire about 1 cannons on them. At the height of the battle, 537 guns fired, averaging 1 per 370 soldiers on a 6 square kilometer battlefield. The first shots started at 11:30 a.m. Vous voyez déjà en avant du terrain que les voltigeurs, les tirailleurs français commencent à avancer et auxquels ripostent les armées alliées. Une compagnie de ces soldats d'élite, ces voltigeurs, est présente dans chaque bataillon. Ils sont recrutés parmi les personnes de plus petite taille. Fire from above to harass the enemy, especially the officers and the cannoneers. Some Allied troops had rifled muskets, which were more accurate than the standard muskets. Dans l'armée de Wellington, on estime qu'un peu moins de 4000 hommes sont équipés d'une carabine, dont le célèbre modèle britannique Baker Rifle. La différence principale de cette arme par rapport aux fusils utilisés par la majorité des combattants se trouve à l'intérieur du canon. La carabine possède un canon rayé, tandis que celui du fusil est beaucoup plus fort. En 1815, grâce à cette arme redoutable, vous pouvez tirer avec précision jusqu'à 200 mètres de distance, alors que les balles des fusils peuvent dévier de leur trajectoire initiale après une vingtaine de mètres seulement. Il faut que vous imaginiez que cette journée du 18 juin, il y a un véritable brouillard de guerre. Il y a de la fumée partout, due aux tirs répétés de l'artillerie combinés à ceux de l'infanterie. Parce que l'explosion de la poudre noire utilisée dans les cartouches produit beaucoup plus de fumée que les munitions actuelles. In Wellingtons leger hadden bijna 4000 man een karabijn, zoals de Britse Baker Rifle. Het belangrijkste verschil met het gewone geweer was de getrokken loop.
Au cri de vive l'empereur, les colonnes d'attaque s'ébranlent, les fantassins progressent l'arme au bras à travers les moissons. En dépit de leur ardeur et de leur entraînement, les troupes avancent avec difficulté à travers les hautes plantations et dans un sol qui, je vous le rappelle, est gorgé d'eau. Leur marche transforme le terrain en bourbier. Les jambes des soldats s'enfoncent parfois jusqu'au mollet et parfois ils perdent même leurs chaussures. Sous le feu meurtrier des batteries alliées, les bataillons descendent dans le vallon qui les sépare des premières lignes ennemies et remontent lentement la pente vers le sommet de la crête qui est tenue par les alliés. Om 13:30 begonnen de Franse aanvalskolommen met Vive l'Empereur moeizaam door drassige hoge gewassen te trekken. Het terrein veranderde in een modderpoel. De soldaten maakten aan hun kuiten wegzakten. Onder hevig gecreëerd vuur daalden de bataljons af in de vallei, om vervolgens langzaam de helling naar de stad op te klimmen. At 1:30 p.m., the French attack columns were formed, with Vive l'Empereur struggling through waterlogged stone crops. The ground became a quagmire, sinking soldiers to their calls. Under intense Allied fire, battalions descended into the valley, then slowly climbed the slope towards the ridge crest. Avant d'atteindre le sommet de la crête, les Français ne rencontrent qu'un seul adversaire sur leur route. Vous les voyez là au centre du champ de bataille. C'est la brigade Byron. Cette brigade est la seule parmi le dispositif de Wellington à être positionnée en terrain découvert devant la ligne de crête. Elle était composée de troupes hollando-belges qui avaient déjà été fortement affaiblies par les combats du 16 juin autour du carrefour des Quatre Bras. On peut d'ailleurs se demander pourquoi Wellington avait pensé que les Belgo-Hollandais devaient être à profit pour les Français alors que les Britanniques se cachaient en haut de la crête. Après avoir maintenu leur position sous un bombardement terrible, tel que nous en sommes les témoins maintenant, ces troupes se furent enquêter le choc de la ligne principale de l'infanterie française et ils vont devoir entamer une retraite plus ou moins ordonnée en direction de la ligne principale de défense. Et après avoir été ralliés, une partie des troupes continueront le combat aux côtés de leurs alliés britanniques qui, comme vous le voyez, sont un peu en retrait. In het midden van het slagveld aan geallieerde zijde de brigade van Bijland. Nederland-Belgische troepen. Zoals de enige geallieerde eenheid die door het grondplein werd geplaatst. En zoals het aanval verzwakt van 16 juli in Kattenveld. Op 18 juli stond ze direct blootgesteld van 80 Franse kanonnen en de oprukkende imperialisten. Na de zware bombardementen moesten ze zich terugtrekken. Maar een deel van de troepen zette de strijd moedig voort samen met de Britten. Byland's brigade, composed of Dutch-Belgian troops, and here in the middle of the battlefield, not retreating, was the only Allied unit positioned forward of Wellington's main ridgeline and was already weakened by the June 16 fighting at Quatre Bras. On June 18, it faced direct fire from 80 French cannons. After a heavy bombardment, it retreated, but some troops joined the British to continue the fighting. Allez voir, allez voir le bataillon et la coupe sa mère. Et dites qu'on va faire un feu division avec tous les bataillons. Allez-y. Ouais, demandez que ça vienne nous. Eh, les gaillards. Courage, courage. Dans la vie militaire, au rythme de la vie du soldat. Vous entendez les tambours et les fifres pour l'infanterie.
d'infanterie, ainsi que des trompettes pour la cavalerie, à l'ensemble des unités. Les officiers n'étant pas suffisamment audibles malgré leurs efforts. Ces musiciens sont avant tout des troupes et sont identifiables. Mais regardez, à ce moment-là, vous voyez arriver sur le champ de bataille les Prussiens. Les Prussiens, vous voyez le drapeau noir et blanc des Prussiens. Dès le début de l'après-midi, Napoléon observe les mouvements d'une troupe inconnue en direction de son flanc droit. Le doute subsiste un certain temps. S'agit-il d'une nouvelle menace ou de renfort providentiel? Mais la capture d'un hussard prussien pour des éclaireurs dissipera l'incertitude. Oui, l'armée de Blücher s'est reformée après sa défaite de Ligny et vient prendre part à l'affrontement final. Vous connaissez tous la légende noire de Grouchy, qu'on accuse à tort de ne pas avoir poursuivi l'armée prussienne jusqu'à Wavre. On raconte même que Grouchy a été vu à la terrasse d'une auberge en train de manger des fraises et il a voulu exécuter les ordres de l'empereur. Il a refusé de marcher au son du canon et de reprendre le champ de bataille. Et pourtant, regardez, les Prussiens sont là et ils viennent répondre à la promesse que Blücher avait faite à Wellington d'apporter 30 000 hommes en renfort. Mais sur le champ de bataille de Waterloo, il y a un grave problème pour Napoléon. Communication. Il n'arrive pas à avoir les informations à temps et en heure. Onder een luid tromgeroffel komen de Pruisische troepen het slagveld opgestormd met hun zwart-witte vlaggen. Observeerde Napoleon ongeveer aan zijn rechterflank. De vangst van een Pruisische huzaar bevestigde dat Blüchers leger het kort na de slag bij Ligny de strijd ging. Napoleon moest 10.000 man onder generaal Mouton sturen om hem te vertragen. Wat hij aan de troepen ontnam, die voor een tweede avond waren bedoeld. Ondanks deze tegenslag geloofde Napoleon nog steeds dat hij de geallieerden kon verslaan. Early in the afternoon, Napoleon observed there were no significant forces intended for a second assault on Wellington Center. Despite this setback, Napoleon still believed he could defeat the Allies. Goede informatie en communicatie waren cruciaal in de Napoleontische oorlogen, voornamelijk via bereden officieren. Hoewel alle legers communicatieproblemen hadden, waren ze in de Franse campagne van 1815 bijzonder prominent. Orders van de keizer kwamen vaak te laat aan en Napoleon miste actuele. Un véritable mur d'acier et une pluie de plomb. Voilà comment nous pourrions nous dérouler comme du papier et contenir une dose de poudre noire ainsi que la balle de plomb. Elle était directement prête à l'emploi pour faciliter le rechargement de l'arme. On voit avancer son arme. Le soldat devait déchirer la cartouche à l'aide de ses dents. Et donc une bonne dentition était primordiale pour tout fantassin. Pour l'anecdote, on raconte aujourd'hui encore que les gens qui ont les deux dents devant écartées ont les dents du bonheur. On dit cela parce que comme ils avaient les deux dents devant écartées, ils ne pouvaient pas la cartouche et donc ils n'étaient pas conscrits dans l'armée de Napoléon. De infanteriebewapening in Waterloo bestond uit vuursteenmusketten die lodenkogels af, gelaten in papieren patronen. Een goede vuursteen was even cruciaal, bijna net zoals munitie. Soldaten moesten patronen openscheuren met hun tanden om te laden. Konden zo'n 2 à 3 schoten per minuut afvuren. Ongetrainde soldaten waren een stuk langzamer, zeker wanneer ze onder stress zijn. De effectieve schietafstand was ongeveer 50 meter, hoewel kogels verder dodelijk konden zijn. Infanterie gebruikte voornamelijk salvovuur, zoals u nu voor u ziet, om een regen van kogels af te vuren, wat een psychologisch effect had en de vijand
organiseren. Infantry weaponry at Waterloo consisted of flint-lock muskets firing lead balls and paper cartridges. A good flint was as crucial as ammunition. Soldiers had to tear cartridges with their teeth to load. Trained 2 to 3 shots per minute. Untrained ones were slower under stress. Effective range was about 50 meters, so bullets could be lethal further out. Infantry mainly used fire, as we see now, to unleash a rain of bullets. La brigade Thaïlande se retire. Vous voyez qu'il y a 2 positions qui sont en train de concentrer la bataille autour de ce qui figure la ferme. D'un côté de notre bataille de employée comme ultime recours lorsque la situation l'exige. Il faut, pour intégrer la garde, il faut mesurer au minimum 1,80 m, avoir participé à au moins 4 campagnes de Napoléon, avoir un comportement irréprochable et faire preuve d'une fidélité totale à l'empereur. Napoleons elite-leger, een mythische eenheid van de beste Franse strijders. Ze werd alleen als laatste redmiddel ingezet. De toelatingscriteria waren bijzonder streng. Ze moesten al 1,80 m groot zijn, minstens 4 campagnes hebben meegevochten en van onberispelijk gedrag zijn, loyaal aan de keizer. Voor de Belgische campagne de herkomende garde 19.600 man, inclusief infanterie. The full guard number 19,600 men, including infantry, cavalry, and artillery, and all completely devoted to Napoleon. But British troops, disciplined and deadly volleys halted the assault, albeit with heavy casualties on both sides. Cette croix qui figure le cimetière de Plancenoit. De Pruisische troepen namen toe op het slagveld en vielen de Franse rechterflank aan, waardoor hun enige terugtrekkingsroute werd bedreigd. Napoleon moest aanzienlijke troepen inzetten om de Pruisische opmars te stoppen. Veel van die gevechten vinden plaats op het kerkhof van Pau en rond het kerkhof van Plancenoit. Ondanks snelle tegenstand van de keizerlijke garde stond de linie op het punt te bezwijken. Prussian forces increased on the battlefield, attacking the French right flank, mainly in and around the cemetery of Plancenoit, and threatening their sole retreat path. Napoleon had to commit significant troops to halt the Prussian advance. Despite fierce resistance from the Imperial Guard, the line was on the verge of collapse. De caballo.
rassemble les brigades de cuirassiers du 4e corps de cavalerie du général Millot. Près de 3000 sabres se préparent à charger les positions anglaises qui sont en grande partie dissimulées par la crête. Sous pression depuis l'arrivée des Prussiens sur le champ de bataille, le maréchal lance une attaque prématurée contre un adversaire tenace dont il ne connaît pas le dispositif exact. Cette attaque à l'aveugle pourrait être perçue aujourd'hui comme du suicide. Malgré les charges répétées, sans appui d'artillerie et d'infanterie, 10 000 cavaliers vont se ruer pendant 2 heures sur les carrés britanniques. Charged against the British positions. Lacking artillery or infantry support, 10,000 cavalry assaulted British squares for 2 hours. These squares held firm against 8 to 10 successive attacks, causing Napoleon's main assault to fail. Lorsque la menace d'une attaque de cavalerie se fait sentir, la seule chance de survie pour un bataillon d'infanterie déployé au terrain découvert est de se former en carré. Si le carré était exécuté à temps et constitué d'hommes disciplinés et tenaces, il était presque impossible à briser pour les cavaliers ennemis. Les troupes anglaises sont rompues à la manœuvre. Grâce à un entraînement intensif, elles parviennent à former le carré en moins d'1 minute. Au cours des guerres napoléoniennes, les cas de rupture de carré britannique furent relativement rares. Ces véritables forteresses humaines, seules rocs capables de résister à la tempête, peuvent compter jusqu'à 4 rangées de profondeur et chaque carré faisait plusieurs centaines d'hommes. Om cavallerieaanvallen te overleven, vormde infanterie op open terreinen een carré, een groot vierkant. Een tijdig en gedisciplineerde carré vaart slagrijen. To survive cavalry attacks, infantry on open ground formed a square. A timely and disciplined square, often 4 ranks deep, was almost unbreakable. British troops practiced intensely, forming squares in under a minute. Inside were officers, drummers, and even makeshift hospitals. The dead were placed outside to prevent breaches. Wellington deployed over 25 squares, supported by 65 cannons and thousands of Allied cavalry, to repel Ney's repeated charges.